Bonsoir tout le monde, bienvenue au Forum d'Architecture où nous recevons encore ce soir les urbanités à la fin de l'exposition de printemps que le Forum d'Architecture a eu. Donc les dernières urbanités, si je me rappelle bien, c'était quand on montait derrière nous l'exposition La construction du quotidien. Et puis ce soir, c'est le finissage, donc c'est la dernière fois où vous allez pouvoir voir l'exposition qui se trouve là derrière, où d'ailleurs l'apéritif sera servi. Donc je vais laisser la parole à Marc Frochot qui va nous parler d'architecture spontanée, construction éphémère, donc c'est le titre de ce soir, démarche citoyenne ou pur opportunisme. Donc je pense qu'il va nous donner une petite introduction et surtout une introduction auprès des trois intervenants que nous allons voir ce soir. Voilà, merci. Merci beaucoup Davidé. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu ce soir et à nos trois intervenants d'être venus depuis Bâle, depuis Lausanne et Lausanne pour parler ce soir. C'est pas moi qui vais parler d'opportunisme et de démarche citoyenne, c'est vous. Donc je m'appelle Marc Frochot, je viens de rejoindre la rédaction de la revue Tracé et le comité du Forum d'Architecture. C'est à ce titre que j'ai rejoint l'organisation des débats urbanité organisés par la SI à Vaud et qui prennent part au Forum d'Architecture maintenant assez régulièrement. Avec l'équipe d'organisation, nous avons abordé les problèmes ouvertement des constructions temporaires et la spontanéité dans la construction, avec un questionnement assez naïf, mais tout à fait légitime. Peut-être même que celui que Guillaume de Morzier et Valentin Cuny, son associé, se posaient il y a quelques années. Comment occuper des terrains vacants, des terrains vagues, des parcelles délaissées ou en cours de construction, de réaffectation, étant donné que dans la plupart des cas, des terrains vagues, des parcelles, des terrains après un concours d'architecture et la réalisation du projet, il se passe parfois 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps pour occuper un espace? Peut-on construire de l'éphémère, des projets nomades, spontanément au gré des opportunités, sans planifier pour 30 ans forcément, comme la loi et généralement les financements l'obligent? Quels sont les blocages financiers? Quels sont les blocages juridiques pour ce type de projet? Et est-ce qu'un projet nomade ou éphémère qui nécessite forcément des fondations, un raccord au réseau, peut-il être viable à court terme? Est-ce que c'est une opération économique intéressante? Mais aussi, pourquoi construire des projets éphémères, des projets nomades, des projets que j'appelle spontanés parce qu'ils viennent d'une démarche citoyenne? Pour qui aussi? Est-ce que c'est utile pour une partie de la population qui vit dans une condition nomade, migrante, ou qui perdent leur emploi simplement? Est-ce que c'est une manière de faire la ville en valorisant des parcelles dormantes, en créant une activité qui pourrait drainer une nouvelle population vers un quartier? Ou est-ce que c'est simplement une opportunité qu'il faut saisir de toute manière pour améliorer notre cadre de vie? Donc pour répondre à ces questions, elles sont assez larges, vous voyez. On a trois invités qui sont des architectes et des associations et des architectes qui font des associations. Ça veut dire le bureau Cuny de Morzier, représenté par Guillaume de Morzier, ce bureau, un jeune bureau fondé en 2010, qui sont dans une démarche souvent exploratoire, assez théorique dans leur projet, qui se sont penchés assez tôt dès la fondation de leur agence sur le problème de l'architecture éphémère et nomade. On va parler avec Guillaume de Morzier essentiellement de coûts de ces opérations et du cadre légal. On a l'association High Lake Lausanne qui a réalisé 2 buvettes sur des sites délaissés à Lausanne, la jetée de la compagnie à Auchy en 2015 et la buvette de la Galicienne en 2016, si je ne me trompe pas, qui vient de rouvrir d'ailleurs à Malais. Lucas Girardet étant occupé sur le chantier de la jetée, c'est Gaëlle Lapic qui va représenter l'association ce soir. On va aborder avec elle l'historique du projet, des 2 projets, leur composante associative de l'origine, mais également son fonctionnement actuel et la possible concurrence que ces buvettes font avec les exploitations traditionnelles à côté. Donc le modèle financement, du financement participatif, la construction du projet, etc. Et enfin, nous accueillons un architecte, 2 architectes, Barbara Boozer et Eric Honegger, mais c'est Eric Honegger qui va parler ce soir, parce qu'il est francophone. Il est plus francophone que Barbara Boozer, disons. Un peu plus.
Il va nous parler des activités du think tank Denkstadt, qui s'engage à Bâle en faveur de développement de projets participatifs en ville et à la campagne. Il a une longue expérience de réalisation, de transformation d'anciens sites industriels, d'occupation temporaire et de logements d'urgence. Il représente, comme c'est souvent le cas ici au Forum d'architecture, le représentant suisse-allemand qui vient donner une leçon aux romans, puisqu'en matière de logement coopératif, comme vous l'avez peut-être vu derrière vous, comme en architecture spontanée, et ils sont, une fois encore, en avance. Désolé. C'est assez souvent comme ça au Forum d'architecture à Lausanne, désolé. Voilà, donc j'appelle au micro, pour commencer, j'avais dit qui on commence par toi, Guillaume. Non, il me semble. C'est pas grave. Donc, ah oui, on sait comment. Je vais prendre la télécommande avec moi. J'en profite pour vous rappeler que l'exposition des expériences coopératives derrière vous, elle va être démontée dès demain. Donc c'est la dernière soirée pour visiter l'exposition exceptionnelle que nous accueillons au phare. Voilà. Voilà, je suis prêt. Bonsoir. Donc j'ai en fait vous raconter l'histoire d'un projet qui a commencé au lendemain, en gros, de la fondation de notre bureau Cunig de Morse et Architectes, donc association avec Valentin Cunig qui est quelque part derrière vous, voilà là-bas. Parce que voilà, en fait, on a terminé l'école en 2009, on a ouvert notre bureau en 2010, et puis c'est vrai que dès le début, dès avant, on a toujours été plus intéressé par les choses qui étaient en mouvement que les choses qui sont statiques. Ces trois images l'illustrent assez bien. On aime beaucoup regarder les événements météorologiques. On est très intéressé par la biologie. Et ces derniers temps, on s'intéresse pas mal aux migrations. D'où l'image des oiseaux migrateurs. Et ce grand thème, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de mettre en avant dans notre architecture, tant en mettant en avant les usages, les personnes, les modes de transformation, que la planification du projet au sens plus large. Et du coup, très rapidement, on en est venu à se poser des questions de ce type dans la région lausannoise. Trois petits exemples simplement de choses qui, à ce moment-là, en 2010, nous animaient pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est quasiment la première maison. Elle a à peu près 150 siècles. C'est la pit house, et c'est quelque chose qui est entre la tente et la grotte, qui a en gros fait le tour du monde, et donc qu'on aime bien parce que c'est un habitat primitif et qui en fait était sur des temporalités assez intermédiaires. Et donc on n'était pas sur de l'architecture ultra temporaire, type l'architecture du festival ou la structure légère, et on n'était pas justement dans la grotte, qui est quelque chose que on vient occuper pendant un temps donné, qu'on quitte et qu'on laisse en l'état. La pit house, les archéologues estiment qu'elle était, elle était utilisée sur un site pendant environ 2 ans, et puis ensuite on prenait la structure légère qui est au-dessus. Donc il y a une structure légère, évidemment, j'ai pas expliqué, et puis elle est excavée de environ 1 à 2 mètres pour permettre de créer une sorte de chauffage géothermique. Donc on se met en fait hors gel. Et donc la structure du dessus était déplacée, et puis simplement après on recreusait un trou. Et ça on le faisait sur des cycles de 6 mois à 2, 3, 4 ans. Alors c'est quelque chose qu'on aimait bien. Autre projet qu'on aimait bien regarder, c'est ces sanctuaires japonais qui, pour toucher l'éternité, sont reconstruits intégralement tous les 20 ans. Exactement. Celui-ci, c'est un des plus connus, c'est le sanctuaire de Issei. Il date, sauf erreur, de 630 après Jésus-Christ. Donc à partir de 630, il est reconstruit tous les 20 ans. Et là aussi, on est quelque chose où on a l'image de quelque chose qui paraît très très permanent, qui est complètement patrimonialisé. Et en fait, tous les 20 ans, on recommence à zéro, selon les plans qui dans ce cas-là sont donnés. Mais on est en fait dans quelque chose dont le processus est extrêmement fluide.
Et puis, troisième exemple, pour venir sur quelque chose de plus local, c'est le plan de la cathédrale de Lausanne. Cathédrale de Lausanne que beaucoup de personnes ont voulu figer à différentes époques, dont notamment Viollet-le-Duc. Et puis, en fait, de nouveau, quand on regarde un petit peu les étapes de la construction, on voit qu'on est de nouveau sur un processus qui est plutôt long et sur une agrégation de moments d'histoire et d'époques architecturales. Et de nouveau, c'est une image qu'on préfère, c'est une image de la cathédrale que, en tout cas, nous préférons à celle de Viollet-le-Duc ou d'autres personnes engagées dans la préservation. Alors tout ça pour arriver à cette question de, on avait ces idées-là, et puis en 2010, on s'est dit tiens. Aujourd'hui, on construit pour on construit pour un nombre d'années donné, plutôt long, quoique. Et puis, on a pourtant un besoin, notamment dans l'agglomération lémanique et lausannoise, on a un besoin de construction extrêmement immédiat. Et puis, on a vu que on participait à de nombreux concours, et puis qu'en fait, la plupart des concours auxquels on participait, en fait, n'était pas réalisé dans l'année qui suivait, les 2 années qui suivaient. On voit que bientôt 10 ans après, pas mal de sites sur lesquels on a fait des concours ne sont toujours pas construits. Et ça nous posait un peu problème. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment un cadre légal qui rendait les choses assez compliquées. On avait tendance à faire des concours sur des sites sur lesquels la question des affectations n'avait pas encore été réglée. Il y avait des problèmes de propriété, etc., etc. Et puis, on s'est aussi rendu compte que pour occuper ces sites de manière un peu plus légère ou temporaire, il fallait bypasser ou il fallait rentrer dans l'illégalité, parce qu'aujourd'hui la LATC ne permet pas de construire pour plus de 3 mois. Alors il y avait pas mal de choses qu'on trouvait bloquantes. Mais on s'est dit, nous de côté, on est architectes. Donc ce qu'on peut proposer là-dedans, en tout cas, c'est de participer à cette réflexion, à cette discussion, et se dire, nous, ce qu'on peut faire, c'est pas changer la loi. Par contre, on peut peut-être regarder, faire une sorte de cartographie de là où on pourrait faire des choses, et on peut se poser la question de voir si techniquement et en termes de coûts, on est en mesure d'avoir une solution constructive pour occuper des lieux de manière temporaire. Alors, on a commencé par regarder un petit peu, vraiment rapidement, l'agglomération lausannoise. On a vu que il y avait pas mal de sites qui sont, ici tous les sites rouges sont des sites qui sont propriété de la ville de Lausanne, qui sont, pour certains d'eux, en cours de planification, mais tous sont non construits. Cette carte date de 2010, donc elle a probablement un petit peu changé, mais je crois pas tant que ça. Alors, on reconnaît des grands sites, on reconnaît les plaines du Loup au nord, on reconnaît les prés de la Bourdonnette derrière l'université, etc. Donc il y a des surfaces assez importantes. Et puis on a cartographié ça, on l'a quantifié. Et puis on a vu que sur certains sites, on avait des mètres carrés à disposition et potentiellement la possibilité de faire énormément de logements et donc de créer des opérations qui pouvaient potentiellement détendre un petit peu le marché. Voilà. Ces images que je vous montre là, c'est les extraits. Je l'ai pas expliqué en fait, mais voilà. Ça, c'est une petite brochure qu'on a faite qui synthétisait toutes ces idées. Et donc ça, c'est des images qui sont extraites de cette petite brochure qu'on a ensuite distribuée. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Alors voilà. Et puis donc ça, c'était un petit peu cet inventaire lausannois des choses. Et puis ensuite, on a contacté des constructeurs, des gens qui sont engagés dans la construction modulaire. Alors on a vu différents types de personnes qui sont dans quelque chose qui est plus ou moins container, pour voir avec eux si ils étaient d'accord de nous faire des estimations de coûts sur base de petits projets, et puis de voir dans quelle mesure c'était possible de déménager des structures qu'on planifierait sur des lieux. Le principe qu'on leur proposait, c'était de se dire voilà, on a ces sites vacants. Et dessus, on essaye de proposer une construction qu'on réalise pour 5 ans, dans l'idée qu'après 5 ans, ces 5 ans nous donnent le temps de régler toutes les questions
légales et de planification qui vont autour d'un projet qui serait issu d'un concours, et puis qu'ensuite, une fois que l'enquête du projet définitif est terminée, on libère le terrain, et puis on va en occuper un autre. Et on crée une sorte de saut de puce avec un système constructif. Voilà. Voilà, c'est simplement une image d'un type de système constructif qu'on trouvait intéressant pour ça. Donc c'est un système modulaire, donc la structure elle est faite par éléments. Les sols sont préfabriqués, les éléments porteurs verticaux des poteaux sont préfabriqués et les toits également. Et puis tout le reste est de la cloison légère et de la façade légère en bois qu'on vient ensuite développer sur la façade et à l'intérieur du bâtiment. On s'est rendu compte, dans les grandes lignes, qu'on pouvait imaginer un projet comme ça. On pouvait imaginer 3 sites, c'est ce qu'on avait estimé sur entre 15 et 20 ans, occuper 3 sites différents et avoir un projet qui tend vers une certaine rentabilité. Toutes ces idées-là, évidemment, elles venaient pas de nulle part. On proposait aussi dans cette brochure quelques projets de référence. Ici, le premier, c'est un projet à Amsterdam de 1000 logements étudiants qui sont réalisés en containers. Le projet à côté, c'est un projet au Havre aussi qui travaille sur des containers. Il est plus modeste. Je sais plus exactement combien il y a j'arrive pas à lire combien c'est de logements, mais c'est un peu plus petit. Mais il date les deux de 2009 et 2010. On va voir quelques photos après plus en détail. Et puis plus proche de chez nous, il y avait évidemment Basis Lager à Zurich qui venait d'ouvrir. C'était à l'époque une trentaine d'ateliers pour des artistes. Et puis également, un projet qui nous intéressait pas mal, c'était le projet pour les migrants à Zurich-Oerlikon, réalisé en conteneur à l'eau, sauf erreur. Voilà, ici, donc ça c'est le projet à Amsterdam, les 1000 logements étudiants. Donc c'est extrêmement dense et extrêmement efficace. Voilà, vous voyez la chose depuis l'intérieur. Ça c'est le projet Basis Lager. Donc pas le même genre de programme. Ici c'est pas du logement mais des ateliers d'artistes. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Et puis ici le projet des logements, c'est des sortes de la typologie, c'est des colocations en fait pour migrants à Zurich-Oerlikon. Alors voilà, en fait, ces différentes idées ont été synthétisées dans cette brochure, qu'ensuite on a en fait distribué à des gens qu'on imaginait pouvoir être intéressés par cette réflexion-là, qui était plutôt du monde politique. Et puis en gros, l'idée a fait son chemin pendant à peu près une année. On a très peu entendu parler, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dossier est arrivé dans une coopérative qui était en discussion avec la ville de Lausanne pour réaliser des hébergements temporaires. Et du coup, ils sont revenus vers nous en nous disant votre réflexion est hyper intéressante. On a un terrain sur lequel on pourrait faire un test. Et ce terrain était juste à côté du Jeune Hôtel, au lieu dit, il est près de Vidi, juste derrière le siège du Comité international olympique. Juste derrière l'autoroute. On dit voilà, par contre on sait que vous êtes très intéressé par faire quelque chose sur 5 ans et le déplacer après, mais là la ville nous cède un DDP pour 30 ans, donc on va faire quelque chose pour 30 ans. Par contre, dans 30 ans on va devoir libérer le terrain, et ça c'est une certitude, et donc il faut qu'on prévoie de travailler sur le même système que vous avez étudié dans votre document, dans l'idée que la structure principale du bâtiment, elle va être déplacée ailleurs, dans cette logique de saut de puce, et pour a priori la même affectation. Alors l'affectation, je vais vous en parler maintenant. Est-ce qu'elle est un peu spéciale? Il y a aujourd'hui à Lausanne à peu près 300 personnes toutes les nuits qui sont des bénéficiaires du service social, donc qui sont dans des situations sociales compliquées, tant professionnelles que familiales, et qui sont logés dans des auberges ou dans des colocations. Il se trouve que les coûts de cette chose sont très très importants.
est que, en plus de ça, c'est un phénomène qui est très marginalisant parce que c'est souvent des gens qui sont expulsés de leur logement, expulsés de leur milieu familial, et du coup qui, pendant quelques semaines ou quelques mois, vont vivre chez des amis. Et puis, au bout d'un moment, quand on vit sur le canapé d'un ami, il faut partir. Et là, la plupart du temps, ces gens vont sonner au service social, et puis on essaie de leur trouver une place dans une de ces colocations ou un de ces hôtels. Et en principe, les gens y vont, ils restent entre 6 mois, une année et demie, dans l'attente de retrouver un logement stable. Le problème, c'est que c'est extrêmement marginalisant, parce que ces hôtels sont, on n'a pas de cuisine, on n'a pas de salle de bain, enfin c'est la douche partagée au fond du couloir, la même chose pour les sanitaires, on peut pas recevoir d'amis, et donc le service social se rend compte que le fil en aiguille, ça mène à des situations qui sont plus difficiles que lorsque la personne est arrivée. Et donc pour eux, c'était une évidence qu'il fallait proposer une nouvelle typologie qui est plutôt proche de celle du logement étudiant, pour recevoir des personnes, ces personnes-là, dans des conditions plus dignes et avec un accueil en interne qui leur permet d'avoir un suivi pour une réinsertion à la fois professionnelle et dans le système de l'allocation classique. Donc on a proposé un bâtiment où on a proposé en fait la densité maximale de studios et de 2 pièces et demie qu'on pouvait faire sur la parcelle qui nous était donnée. Ça paraît pas très dense parce qu'on est limité par un plan de quartier à 2 niveaux, mais disons par rapport à ces contraintes-là, c'est le maximum qu'on pouvait proposer. Donc on a 68 logements type studio et 2 pièces et demie qui s'articulent autour de cet espace central en cours, et puis une distribution qui est un système parcoursive qu'on trouvait assez adapté à cette situation-là. Le projet, on l'a commencé en 2012, et on a eu, il a été malheureusement arrêté pendant environ 2 ans, car on avait pas mal d'oppositions de voisinage qui ont bloqué le projet, qui ont toutes été levées, mais qui ont mis beaucoup de temps à lever, parce que la ville était aussi dans une démarche où il fallait faire vraiment accepter le projet par les voisins, le faire comprendre. Donc il y a eu un gros travail de communication qui a été fait avec le voisinage pour qu'ils comprennent que c'était pas forcément les gens qu'ils imaginaient qui allaient venir là, etc., etc. Et donc pour finir, on a commencé le projet, en gros le chantier en juillet l'année passée, après quelques mois de fouilles archéologiques, et puis on a terminé en décembre l'année passée. Donc après le chantier a duré un peu moins de 6 mois. Et puis ça, c'est des images juste après travaux. Ça, c'est une vue depuis la rue. On voit le système de distribution parcoursive, le système d'ouverture, les petites fenêtres qui donnent sur les cuisines intérieures. Et puis voilà, un système de coursive qui est en train gentiment de se végétaliser. Il y a des câbles, il va être planté de glycine. Question de verdir le bâtiment au maximum. Ici, une vue sur la cour intérieure qui est en train d'être plantée, et les habitants qui commencent gentiment à occuper les coursives, ce qu'on voit d'un très très bon œil. Voilà. Et puis ici, une image d'un studio tout simple. Voilà, avec un petit espace de travail. Et puis une vue sur la petite cuisine. Et voilà. Vous avez certainement des questions. Je suis à 17 minutes. Question juste, c'est sur le financement de l'opération. Oui, ouais, j'ai fait des ellipses. Alors, ouais. L'opération a été financée par la coopérative Cité Derrière. Elle a une promesse de location de la part de la ville de Lausanne pour les 30 années à venir. Voilà. C'est beaucoup. Le coût de l'opération. Donc un échec, ou c'est pas un échec parce que vous vouliez faire du temporaire et finalement vous faites un bâtiment en dur qui va durer longtemps.
Donc c'était un cas tout à fait intéressant pour nous ce soir. Ouais. On va Je dois discuter. dire si on le vit comme un échec ou pas. Non, bon. Ah bon. Non. On discutera après. Donc on va passer maintenant à Gaël, où là on va faire le cheminement inverse. Vous êtes parti, Guillaume, du concept, puis ensuite vous avez cherché des personnes pour construire et un site. Alors que, en tout cas, dans l'histoire officielle, disons, de l'acheter de la compagnie, on part d'un site qu'on aimerait activer, qu'on aimerait rendre plus animé. Et puis on cherche ensuite le mode de financement, les acteurs pour transformer le lieu. On part du site vers l'action. En réalité, je le sais de Lucas Girardet, des membres de l'association, vous avez activement cherché un site à activer, à acheter de la compagnie et à Malais. Donc ce serait intéressant de nous raconter l'histoire de ce projet-là, mais aussi de la Galicienne. Quels sont les rapports avec le SDOL à Malais? Comment s'est organisé le projet à Malais? Est-ce que c'est vous qui avez mené l'initiative ou est-ce qu'on est venu vous chercher pour créer ces endroits? Ah, merci. En deux mots, parce que j'ai pas présenté Guillaume correctement, je prie de m'excuser, mais je vous présente quand même rapidement. Vous êtes membre du comité, fondatrice du comité de l'association I Lake Lausanne. Vous êtes politologue de formation, secrétaire politique chez les Verts lausannois, c'est juste? Suisse. Ah oui, monsieur, Suisse. Et conseillère communale à Lausanne. Voilà. Merci. Entre autres. Et merci de venir de venir ce soir au Pied Levé. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec plaisir que je vous présente un projet qui fait partie de notre vie depuis 2014 maintenant. Et puis je suis ravie de la discussion qui suivra. Puis je pense que là j'ai enclenché pour pas parler trop longtemps, j'ai l'habitude de parler très longtemps, surtout pour des projets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je m'appelle Gaëlle Lapic, je fais partie effectivement du comité de l'association I Lake Lausanne. On est 5 dans le comité d'horizons divers. Je suis notamment ici avec Bart Daniels qui fait partie aussi du comité, puis qui sera aussi à votre disposition si vous avez des questions après pour l'apéro qui suivra. J'ai entendu qu'il y avait un apéro, voilà. I Lake Lausanne est une association à but non lucratif, une association lausannoise qui a créé 2 bars, un bar lacustre, l'acheter de la compagnie, et une buvette active, comme on l'a appelé la Galicienne à Malais. Et les 2 lieux se ressemblent beaucoup. Je reviendrai sur des critères ou une sorte de typologie qui font qu'il y a beaucoup de liens entre les 2 lieux, mais en même temps le mouvement qui a amené à la création de ces 2 lieux est complètement différent. Donc juste peut-être 2 mots sur l'association. Donc I Lake Lausanne est une association à but non lucratif dont le but est d'animer des lieux en friche sur Lausanne et la région lausannoise avec une attention particulière portée sur les rives du lac. Et en gros, l'association s'est créée pour accompagner le processus de l'acheter de la compagnie. Donc c'est une association composée de bénévoles, dont moi, Bart, entre autres. Et vraiment la première année, on a compté sur beaucoup de bénévolat pour faire émerger cette jetée de la compagnie, mais on est en train de se professionnaliser. Je vous en parlerai après plus tard. Donc ces 2 bars qui sont saisonniers, qui sont ouverts de mi-avril à mi-octobre, parce que c'est les règles qui sont comme ça de la police du commerce. 2 bars qui sont en extérieur, donc complètement tributaires de la météo. 2 bars qu'on essaye de faire vivre, d'animer suivant les principes du développement durable. Donc c'est des principes qui nous tiennent à cœur, puis là qu'on essaye vraiment de mettre en œuvre dans les faits, donc de choisir des produits du terroir, si possible des produits bio, du commerce équitable, d'avoir des produits quand même des prix attractifs. On a des toilettes sèches, on essaye d'avoir récupéré un maximum de produits, de pas trop acheter, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de trier au mieux les déchets. Maintenant voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on essaie vraiment d'agir suivant ces principes de développement durable, et puis aussi de promouvoir les loisirs de proximité comme on essaye de faire à l'acheter de la compagnie. Voilà, ceci étant dit, je vais passer un peu à l'histoire de la jetée. Donc j'ai choisi une photo parmi les millions de photos qui marquent ce projet depuis le début, qui est pour moi en fait le symbole
une photo qui résume bien l'esprit de l'association et puis dans quelle dynamique on a commencé ce projet. Donc tout a commencé en fait en juillet 2014 où on était plusieurs amis en fait à se dire qu'on n'était pas satisfait de ce que la ville proposait en termes d'accès au lac. Donc nous on avait à l'esprit notamment les paquis, la plage à Nyon, mais notamment aussi tout ce qui se fait en Suisse allemande, des badis à Bâle, à Zurich, à Berne. Donc cet accès très urbain au lac ou aux rivières, avec des bars éphémères, avec la possibilité de se baigner directement depuis la ville, etc. Et on trouvait qu'à Lausanne, finalement, Ouchy, c'était une utilisation qui était très spécifique pour les touristes, où la baignade est d'ailleurs interdite, avec un endroit très policier, très cadré, avec des terrasses toutes jolies, etc., avec pas mal de voitures. Ou Vidi, qui est un lieu plus de week-end, de fêtes, de grillades, puis qui est aussi plus éloigné finalement du centre-ville. Donc pour nous, ces deux utilisations, elles étaient complémentaires, elles existent, elles ont aussi leur raison d'être, mais finalement, il nous manquait un lieu plus informel où on aurait pu se baigner en fait depuis le centre-ville. Puis on a commencé à sillonner le Ouchy, puis on est tombé sur la Vierge du Lac qui est en face du château d'Ouchy. On s'est dit mais là il y a 2 mini-escaliers qui vont vers le lac et puis où la baignade n'est formellement pas interdite. Donc on a commencé à prendre contact avec la ville pour avoir peut-être un food truck ou faire une petite terrasse ici, les pieds dans l'eau pour faciliter vraiment l'accès au lac depuis cette Vierge du Lac. Tout de suite, on a vu qu'en fait, c'était impossible. Il y avait beaucoup trop d'acteurs qui avaient un intérêt à ce qu'il n'y ait aucune concurrence qui se développe ici. Puis, il y a aussi une volonté de la ville de maintenir un espace très propre avec des géraniums et puis pas trop de trucs qui traînent, ni des gens en maillot de bain d'ailleurs, parce qu'on est vraiment devant le palace et l'hôtel d'Angleterre. Donc, il y a un standing à respecter, qu'on peut tout à fait comprendre. Ça fait partie de la stratégie de la ville. Donc, tout de suite, on a compris que là, la Vierge du Lac, fallait laisser tomber, puis donc on a continué à sillonner le bord du lac et on est tombé amoureux, vraiment, littéralement, de l'acheter de la compagnie, qui est le lieu, en fait, de cette impasse qui passe devant le hangar de la CGN, donc devant la place de Bellerive, qui est un lieu inconnu de beaucoup, parce qu'il est situé dans une impasse, puis devant un hangar industriel, donc il n'y a pas vraiment de raison de s'y rendre. Mais c'est un lieu qui est absolument magique par son calme, son ambiance, sa vue, puis vraiment cet aspect pied dans l'eau et cette ouverture sur le lac et les montagnes et le calme. Maintenant, il était un peu éloigné. Donc, on a pris contact avec la ville parce qu'on est sur une parcelle de la ville. Puis ils nous ont dit oui, vous pouvez faire votre truc. En gros, je résume un peu. De toute façon, ça va pas vraiment marcher, mais faites ce que vous voulez sous forme événementielle pendant quelques jours, quelques semaines et regardez comment ça marche. D'ailleurs, on a un conteneur, si vous voulez l'emprunter ou le louer pendant quelques temps, vous pouvez le faire. C'était un conteneur qui était avant à la Grenette. Donc on s'est dit on va prendre ce conteneur puis on va le placer là, ça tombe bien parce qu'il était déjà un peu isolé, donc on n'aura plus qu'à mettre un bar et puis à mettre quelques frigos puis on va pouvoir démarrer le projet. Et donc on a défriché ce lieu avec une vieille tondeuse qu'on avait trouvée chez quelqu'un qui vidait sa maison. Enfin, c'était vraiment on a vraiment commencé mais par la base de la base, on a posé ce conteneur et on avait calculé dans notre modèle économique où personne n'était payé que si on vendait 30 cafés par jour, on arrivait à pas perdre d'argent en fait à la fin de quelques jours ou quelques semaines d'exploitation. Et tout de suite, à l'ouverture, on a vu que ce besoin qu'on avait d'avoir un autre lieu au bord du lac, d'avoir un autre accès au lac, c'était pas seulement 5 personnes du comité, mais il y avait beaucoup de Lausannois, Lausannoises et de gens de la région qui voulaient avoir ce type de besoin. Et tout de suite, il y avait une attente qui était là et on a vu que le public était au rendez-vous, le succès a été très vite au rendez-vous. Donc on a décidé d'un projet qui au début devait durer que quelques jours, quelques semaines. On s'est dit on regardera. Finalement, il a duré jusqu'à mi-octobre 2015. Donc là, on est en 2000. J'ai fait un peu j'ai une ellipse temporelle. Donc le projet a commencé, les réflexions ont commencé en 2014, les contacts avec la ville, le conteneur, etc. Puis finalement, on a ouvert donc le 14 juillet 2015 avec cette jetée de la compagnie. Et le projet finalement container, qui est un peu arrivé par hasard, il est resté parce que on a toujours un container. Alors c'est un autre container qu'on a acheté qui est un peu plus moderne, un peu mieux équipé pour les besoins qu'on avait, mais cet élément du container est toujours là à la 3e année d'exploitation.
Et un autre élément fort qu'on a voulu avoir, c'est créer un long deck en bois pour en fait un peu qualifier cet espace public qui a été imaginé, dessiné et pensé par un des architectes avec qui on s'était associé à l'époque, Pierre Caudray, qui a vraiment aussi dit mais avoir une long deck en bois qui en fait marque ce bord du lac et qui donne vraiment une âme et un esprit à cette jetée de la compagnie où les gens peuvent se prélasser sans obligation de consommation. Donc ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, simplement donc première année d'exploitation, on était encore en phase complètement pilote. Deuxième année d'exploitation et sous forme événementielle. Deuxième année d'exploitation, donc l'année passée, face au succès, la ville a décidé de lancer un appel d'offres, donc de rouvrir complètement la donne et puis de dire maintenant en fait postule qui veut exploiter ce lieu. Donc on a répondu à cet appel d'offres. Donc la ville a voulu faire les choses un peu dans l'ordre, rattraper le coup si on veut. Du coup on a gagné l'appel d'offres, on a fait toutes les choses correctement, si on veut, mise à l'enquête, permis de construire, etc., etc. Et on a pu rouvrir sous forme de café-restaurant, de licence de café-restaurant en juillet 2016. Puis là aussi on avait on a pu plus développer et asseoir notre modèle économique et engager plus de staff salarié pour le service au bar, parce que la première année, c'était beaucoup nous, le comité, après avoir tondu le gazon, qui faisions le service au bar. On a beaucoup compté sur des forces bénévoles, etc., pour pouvoir tourner. En 2016, on voit qu'on a pu plus, salarier du staff pour aussi moins nous épuiser. Puis troisième année, ça s'est ouvert il y a quelques semaines. Là maintenant ça roule. Il y a essentiellement, que du staff salarié qui travaille derrière le bar. On a pu aussi salarier un peu du permanent pour gérer le lieu. Et puis ce qui est important pour nous, c'est vraiment depuis la première année d'avoir toute une série d'événements gratuits, du yoga, des dégustations de vin, de la musique live ou acoustique qui animent cet espace. Donc ça, c'est pour nous quelque chose qui est très important, qui anime tant la jetée de la compagnie que la Galicienne, c'est d'avoir une riche programmation, tant musicale que artistique, que sportive, pour aussi faire venir les gens, et puis parce que c'est notre manière de concevoir l'espace public. Deuxième projet de la Galicienne, donc qui est complètement une autre dynamique. Là, nous, on a voulu mettre les rives du lac, si on veut, à l'agenda politique. Donc, on s'est dit, il y a un problème, on veut créer cet endroit. Pour la Galicienne, qui est donc en face de Malégar, ça, c'est le SDOL qui est venu nous chercher, donc le schéma directeur de l'Ouest lausannois, qui avait cette friche, qui est cette friche sous le pont du Galicien, qui est amené à accueillir d'ici quelques années un projet de densification, un nouveau quartier environ 1000 habitants-emploi de Malégar, qui a fait l'objet d'une votation en novembre qui a été gagnée. Il y a eu un référendum qui a échoué, de construction de tours, d'emplois, de logements et de bureaux. Et avant que ce projet se construise, le SDOL nous a approchés pour dire est-ce que vous ne seriez pas d'accord d'animer ce lieu avec ce que vous savez faire, c'est-à-dire en gros vendre des bières et organiser des cours de yoga et de tai chi. Je résume à outrance. Et donc c'est ce qu'on a fait. Avec de nouveau un container, parce que ça fonctionne bien, le système du container, on a pu l'aménager comme on voulait, on peut le fermer, etc. Une terrasse en bois, et puis on a vendu des bières, des jus de fruits, et organisé des DJ, des dégustations, des cours de cuisine, etc. Et de nouveau, le succès a été au rendez-vous, et ça fonctionne. Mais la dynamique entre les deux projets est complètement différente, donc là c'est vraiment nous qui voulions changer, si on veut, un petit peu ces rives du lac et notre appropriation des rives du lac. Et l'autre projet, c'est le SDOL qui est venu nous chercher pour faire cette recette de la jetée à la Galicienne. Maintenant, il y a... c'était aussi l'idée pour le SDOL de créer un espace de discussion
et de débat. C'était un projet qui était assez controversé, enfin qui l'est toujours. C'était une construction de tours, c'est un projet de densification, etc. Donc le SDOL et la ville de Prilly et de Renan sentaient le besoin de créer un espace de débat et de discussion avec les habitants du quartier, etc. Et aussi de pouvoir montrer le potentiel du lieu, tant en termes urbanistiques, proche des transports publics et tout ça. Donc l'année passée, on a accueilli beaucoup de débats, discussions sur ce projet urbanistique. Et puis l'idée, c'était aussi de utiliser le potentiel du lieu avant que y ait ces constructions qui commencent avec une structure qui est éphémère, donc qui peut être enlevée quasiment du jour au lendemain. En conclusion, je voulais juste revenir sur pour résumer, si on veut, un peu les aspects qui lient quand même ces deux projets. Ben, je vous ai dit les valeurs du développement durable qui sont pour nous quelque chose qui nous tient à cœur. L'aspect éphémère des deux lieux, éphémère pour différentes raisons. Si on veut, le premier projet de la Jetée de la Compagnie, il est éphémère dans le sens où il faut qu'on ait peu d'emprise sur le territoire. C'est prévu par sauf erreur dans le PGA. Tout doit être enlevé à la fin de la saison. Donc, si vous allez le 16 octobre, enfin peut-être pas le 16 octobre, mais le 1er novembre, il n'y a pas grand-chose qui reste de notre buvette qui est ouverte en été, qui peut accueillir des fois jusqu'à 1000 personnes. Donc, c'était une des clauses de la ville de se mettre à cet endroit, c'est d'avoir peu d'emprise sur le territoire et d'avoir une structure légère et éphémère qui peut être enlevée en fait pendant la saison hivernale. Le projet de la Galicienne, il reste en hiver, mais il est éphémère dans le sens où d'ici quelques années, tout devrait être enlevé parce qu'il y a ce projet de construction qui va émerger. L'autre lien, c'est vraiment d'avoir cette riche programmation. D'ailleurs, j'ai pris quelques programmes, ça vous intéresse, gratuite, qui fait vivre ces lieux. Donc, on veut être plus qu'un bar, on veut aussi accueillir les associations des habitants du quartier, les associations de musique du quartier, etc., et leur offrir un peu un lieu où ils peuvent se produire, où ils peuvent jouer. On a des cours de tango, des cours de foro, on a des DJ qui veulent s'essayer, qui viennent jouer à la Galicienne ou à la Jetée. Donc, c'est d'être plus qu'un simple bar. Et puis, voilà, peut-être sur les conditions encore. Donc, à la Galicienne, on a des conditions, enfin, je dis ouvertement des conditions de loyer qui sont préférentielles, donc qui sont intéressantes pour nous, mais c'est un lieu qui était un peu dans no man's land, qu'il fallait créer de toutes pièces, et puis surtout qui demande une rentabilité sur le court terme, parce que dans quelques années, on va devoir partir, mais c'est nous qui avons investi, sinon tous les frais de notre... c'est l'association qui a investi dans le projet. À la Jetée, on est considéré comme n'importe quel café, restaurant, établissement habituel, donc avec un loyer, une taxe sur le chiffre d'affaires qui est le prélevé. Et dans les deux lieux, on doit de toute façon répondre à toutes les normes d'hygiène et de chaîne du froid, etc., qui sont habituelles. Aussi tout ce qui est question d'accès, les normes que vous connaissez par cœur en lien avec les PMR, les normes SIA dont le numéro m'échappe. Mais voilà, pour accès aux toilettes, pour les personnes en chaise à mobilité réduite, etc. Donc, on doit respecter, malgré l'aspect éphémère, il faut respecter toutes les normes en vigueur légales qui sont habituelles. Voilà, on va accélérer un petit peu parce qu'on ouais, on va pas réussir. Très bien. J'ai fait 17 minutes 07. C'est parfait, mal, parfait. Juste 2 minutes de plus comme prévu. Une ou deux autres photos pour vous donner envie de venir. Ah, mais ça de toute façon, oui. Voilà. Et puis, voilà, mais à votre disposition si, évidemment après, pour continuer à en discuter et construction de toilettes sèches, cours de yoga. Voilà, peut-être finir sur ça, le deck a été financé en crowdfunding, donc chacun pouvait acheter une planche et faire graver ce qu'il souhaitait sur la planche du deck. Donc, certains ont été plus ou moins inspirés, ça c'est marqué à moi. Voilà. Très bien. Bon, bah, en attendant que Eric Honegger s'installe, merci beaucoup, Gaël. On va sûrement revenir un peu sur les questions de financement participatif tout à l'heure. On a l'impression que ce serait très facile finalement de changer un lieu, une tondeuse à gazon, et ça suffit pour changer le genius loci. Eric Honegger, en 2 mots,
parce qu'il faut résumer brièvement les activités parce qu'il y a beaucoup de noms. Donc tu étudies l'architecture ici à l'EPFL à Lausanne. Tu travailles à Morges. Avant de te lancer dans une action humanitaire en Afrique et dans les Balkans auprès du Corps suisse d'aide humanitaire, le CSA. Pendant 3 années, tu construis des camps de réfugiés et des centres de soins, une expérience qui t'a probablement inspiré tes activités futures. À ton retour, tu fondes plusieurs entités qui forment aujourd'hui une vraie constellation de collectifs, de think tanks, d'agences, d'associations et de fondations qu'il faut résumer, sinon on va s'y perdre. Je vous invite à aller voir le site insitu.ch ou denkstadt.ch si vous voulez aller un peu plus loin. En 98, excusez-moi, tu fondes avec Barbara Boozer qui est présente ici, le bureau Insitu, qui pour opérer la transformation de l'ancienne banque Volksbank à Basel en un living room bien connu et apprécié des Balois qui s'appelle le Café Mitte, Unternehmen Mitte. Le bureau change de nom et devient Insitu en 98. Vous faites des projets de rénovation d'anciens bâtiments industriels, un silo, des hangars, etc., des logements temporaires, notamment pour les personnes migrantes, et puis des expériences de biotopes urbains sur des parcelles industrielles désaffectées, comme à Münchenstein au sud de Bâle, voilà, pendant 10 ans. Et récemment, vous avez fondé l'association Kantonsprung, en 2000, vous fondez Kantonsprung, et le Gründerlingenfeld, également à Bâle, qui depuis 15 ans poursuit la transformation progressive de l'ancien site industriel occupé par l'entreprise de machines Sulzer en un quartier animé. Et en 2014, vous fondez la fondation Kantonsprung, qui va exporter ce savoir-faire pour s'engager dans des transformations urbaines autour de Bâle. Et enfin, en 2008, vous créez Denkstadt, un think tank spécialisé dans le développement de projets urbains en ville et à la campagne, dont tu vas parler maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de parler en français ce soir. Ça va être un peu difficile, mais je crois qu'on va y arriver ensemble. Je vais surtout ce soir me concentrer sur la démarche et pas vraiment sur les projets qu'on fait. On va parler après, je pense, du côté légal et du côté financier. D'abord, quels sont en fait je vais commencer par ce que nous faisons. En fait, on se concentre essentiellement chez Denkstadt à travailler sur des sites industriels ou des friches. C'est là où tout commence. On réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Après, notre point de départ de la réflexion, c'est toujours l'existant, que ce soit des bâtiments existants, que ce soit les usagers, que ce soit les voisins, le propriétaire ou l'affectation qui était déjà là. Et on essaye de faire le pont vers le futur. On essaye d'emmener cette histoire dans le futur. Donc il n'y a pas une casse entre l'existant et ce qui devrait se faire après. Donc on essaye de continuer l'histoire, mais évidemment en transformant, en changeant d'affectation, en construisant. Donc on va utiliser ce qui est là et on va essayer de éventuellement ramener ces friches de nouveau dans un quotidien, dans de la vie. Et souvent, très souvent, au début, il faut amener une graine, une affectation quelconque, où tout d'un coup les gens du quartier peuvent de nouveau aller sur ce site, peuvent de nouveau participer. Et donc aujourd'hui, je vais axer mon discours sur comment impliquer les citoyens, comment impliquer les utilisateurs, les propriétaires, les financiers dans ces démarches-là à différents niveaux. Tu l'as déjà dit, on est beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est une 50aine qui travaille dans 3 entreprises ou 3 entités, disons. Ces 3 entités, c'est celles qui font les opérations. On a encore d'autres entreprises, d'autres associations qui sont des associations de projets, un peu comme la vôtre, où on crée une association ou une SA ou une SRL pour un projet bien défini, alors que ça, c'est celle
c'est ça, c'est les entreprises qui nous accompagnent maintenant à peu près depuis une vingtaine d'années. Donc la Tankstadt, elle fait surtout du développement de sites. C'est celle qui préconçoit les concepts, qui essaye de trouver des contrats, et qui développe. Power Bureau In Situ, c'est un bureau d'architecture, c'est pas seulement classique, on fait pas du neuf. Je crois qu'en 20 ans, on a fait 2 bâtiments neufs, tout le reste c'est dans de l'existant. On n'a pas de signature. Quand on voit nos projets, on se demande même s'il y a quelque chose qui a été fait. Et on a encore cette association Unterdessen. Cette association essaye de trouver des locaux libres et de faire de la location temporaire. En fait, de réamener déjà un utilisateur dans de l'existant tel que c'est. Ce qui est assez intéressant pour les propriétaires souvent, parce qu'on réduit évidemment le risque de squat, mais ça permet aussi déjà de nouveau avoir cette graine qui démarre le processus de la réaffectation d'un bâtiment, d'une maison. Et si ça se passe bien, souvent aussi, peu à peu, ces affectations temporaires deviennent tout d'un coup définitives. Mais qu'est-ce qui est définitif? Que ce soit éphémère 5 ans ou éphémère 30 ans ou éphémère 50 ans, en fait, c'est toujours la même chose. C'est simplement un point de vue. Donc ça, c'est en fait les endroits où on travaille. On est évidemment dans le nord de la Suisse. On travaille à Bâle. Un des principes qu'on s'était donné, c'était toujours que c'était à la distance à vélo. Entre-temps, avec 50 personnes, ça devient difficile qu'avoir des projets à Bâle. Donc on a agrandi un peu. On a aussi maintenant une filiale à Zurich qui a fait Basislager. Donc je crois qu'on a une photo après aussi, évidemment. On va commencer par les tout petits projets. On avait, il y a quelques années, on nous a demandé de réhabiliter un centre industriel en pleine ville de Bâle, qui a été désaffecté depuis presque 10 ans. Et on pensait qu'on voulait en faire un endroit pour jeunes, pour enfants. Donc il fallait que les gens se rendent compte où c'était, que ça existait, que cet endroit-là était dans leur quartier. Et on a fait une petite action. On a dans un des garages du site, on a fait un neem und bring. On peut amener des objets et prendre des objets gratuitement. Et c'était même pas, donc il y avait même pas quelqu'un qui contrôlait. On a mis simplement à disposition un petit espace. Ça a tellement bien marché qu'on a dû arrêter. Et en fait, il y avait trop de monde qui amenait de choses, trop de monde qui prenait de choses. Il y avait des gens qui venaient pour le marché aux puces, qui venaient chercher là, qui prenaient les choses, des gens qui amenaient déjà avant de les amener dans le local des mains pour pouvoir après aller les vendre dans un marché aux puces. Mais ça montrait bien que on pouvait dans l'esprit ou dans la mémoire collective des gens, on pouvait de nouveau placer ce site dans la mémoire des gens. Et aussi, il y avait toute une interaction sociale parce qu'il y avait tout d'un coup des gens du quartier qui étaient là, qui passaient 2, 3, 4 heures à ranger, à jeter ce qui était cassé. Donc, tout d'un coup, qui prenaient même la responsabilité de gérer l'endroit. Et en conséquence à ça, après, on a fait cette armoire-là qu'on a réutilisé après à plusieurs endroits, comme vous le voyez sur la page prochaine, à côté d'une cabine téléphonique, à côté de la poste. Ça devenait, tout d'un coup, c'était pas seulement le lieu de la poste, mais tout d'un coup aussi où j'amène mes anciens CD, mes anciennes vidéos, livres, habits. Et comme il était sur roulette, on pouvait animer encore à plusieurs endroits avec cette armoire. Et on pouvait s'inscrire, on pouvait par internet, on pouvait dire que je viens le prendre pendant une semaine. À la fin de la semaine, il y a par exemple la fête de ma rue, donc j'allais le chercher lundi, je le mettais dans la rue, et donc on annonçait en fait la fête de la rue avec cette armoire. Ce qui a permis à très petite échelle de redéfinir certains lieux désaffectés ou qui n'ont pas vraiment un usage. On a par la suite on a fait ça à plusieurs endroits. On a même été demandé par un site à Lenzburg
C'est 2000 logements qui ont été construits et où on se rend compte qu'avant c'était la fabrique Héros, tout le monde connaît, confiture et boîte, les petits pois en boîte. Et pendant 10 ans, rien s'est passé sur ce site et tout d'un coup on a 2000 logements et il n'y a pas de vie, tout le monde est nouveau. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de réseau social, il y a bien un EMS, il y a des médecins, il y a ces logements. Et en fait, on nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. Alors, on n'est vraiment pas tellement pour d'aller dans du neuf, aller essayer de sauver la mise aux gros investisseurs qui a gagné beaucoup d'argent. Mais on s'est quand même posé la question, on a réfléchi, et donc on a amené notre armoire, et on a amené la table, que vous avez vu, on a fait un shtam, on a invité les voisins. La première fois, il y en a 5 qui sont venus et on a fait une grillade. Il y a des gens de l'EMS qui sont venus, dont des patients qui sont venus. Et la deuxième fois qu'on a fait la grillade, on est parti à 8h30 avant de ranger. C'est eux qui ont dû ranger. Donc ils ont dû prendre cette responsabilité. On a fait ici un cinéma solaire. Donc on a fait une soirée cinéma. Les gens amenaient leurs chaises, on a marqué les chaises au sol, comme ça le lendemain matin, il y avait encore cette mémoire-là. Ah, hier, il y avait eu quelque chose ici sur cette place qui normalement n'a rien, il n'y a pas grand-chose. Et là, je crois que samedi passé, il y a eu nettoyage de vélos. Et au dernier shtam, on a dit, toi tu organises les pommes chips, toi tu vas regarder s'il y a quelqu'un qui a un magasin de vélo, vient et met les produits à disposition. Et en fait, on n'a plus rien à faire. En fait, on a réussi à s'éliminer soi-même. Les gens s'organisent maintenant et c'est en 6 mois, 1 année. Donc c'est faisable avec vraiment des toutes petites interventions. Alors dans ce cas-là, évidemment, c'est financé par le promoteur. Mais dans d'autres cas, c'est financé par des fondations, des associations. Ça, c'est pendant la soirée. Avant, là, on voit certains marquages déjà au sol pour cette mémoire collective. Autre projet, c'est juste derrière le Gondeldingerveld. La façade derrière, ça c'est le Gondeldingerveld. Devant, c'est un ancien Werkhof des sites industriels qui est mis à disposition du quartier. C'est un espace libre. On peut faire ce qu'on veut. Alors évidemment, c'est un peu difficile au début parce que personne ne sait que c'est un espace libre. On ne sait pas vraiment comment s'organiser. Donc nous, on a gagné un concours pour organiser et on a fait ça un peu comme les 2 exemples avant. Un shtam, on invite des gens et en fait, on a que créé le cadre. Donc on n'est pas le gentil animateur. Donc c'est pas nous qui disons on va faire un vélo et puis on dit que les gens peuvent venir nettoyer leur vélo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis surtout une boîte à idées. On a mis un panneau noir où on pouvait noter ce qui allait se passer le lendemain et des boîtes aux lettres. Et très rapidement, il y a des gens qui sont venus, qui s'étaient intéressés à faire quelque chose. Aujourd'hui, on a un petit atelier pour vélo, on a une menuiserie. Mercredi midi, il y a des réfugiés qui viennent faire à manger et les gens viennent et font une donation. Et ça se passe tout en fait très informel, de manière informelle, et c'est pas limité dans le temps. Donc, on espère que ça va pouvoir continuer. Maintenant, il y a une association qui gère ça, donc nous, on a pu se retirer. On a simplement poussé au départ. Évidemment qu'on a encore d'autres projets qui sont un peu plus grands, où c'est la participation d'être organisée de manière différente. Ça, c'est Ziegelhof à Liestal. C'est une ancienne brasserie Ziegelhof, qui a été rachetée maintenant, je crois, doit appartenir à Heineken. L'idée là, c'est depuis 2006, on ne fait plus de bière. Depuis 2008, on n'entrepose plus de bière, c'est vide. Et Coop a essayé d'avoir un grand magasin dedans. Et Coop s'est destitué après que le plan de quartier a été approuvé. Donc en fait, pour l'investisseur qui avait acheté ça pour Coop, ça a été un gros problème. Nous, on a réussi à trouver un investisseur qui a racheté, et ce qu'on a fait en premier, on a organisé ce qu'on appelle une conférence sur le futur.
C'est-à-dire que tous les partenaires et les stakeholders autour du Ziegelhof, on les a invités à venir une soirée, toute une journée, à apporter toutes les idées qu'ils avaient, toutes les peurs qu'ils ont, toutes les envies qu'ils ont. Et avec ça, et le propriétaire, avec cette information-là, on a fait un concept d'utilisation qu'on a représenté 6 mois après, aux gens qui étaient venus à la conférence. Donc, c'est les partis politiques, les autorités, tout le monde était là. Il fallait surtout oublier personne. Et en fait, dans tous ces systèmes de participation, il faut qu'il y ait un résultat pour les participants. Il faut qu'il y ait un feedback, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'ils voient que l'effort et le temps qu'ils ont passé dans ces conférences-là, il y ait quelque chose qui grandissent, qui deviennent, il faut qu'ils puissent se reconnaître quelque part. Si c'est simplement comme ça, les gens seront extrêmement déçus. Il y a aujourd'hui sur le site, ça a été racheté en août l'année passée, environ. On a des premiers locataires maintenant, mais c'est surtout on a un takeaway syrien, par exemple. Donc, il n'y a pas encore de résultat direct au niveau du construit, mais par contre au niveau du concept. Donc, les gens ont pu participer et dire c'est dans cette direction que ça ira. Il faut que je me dépêche là un peu plus. Autre projet, c'est un projet des CFF à Zurich, Altstetten, pleine ville, 50 000 mètres carrés à développer. Les CFF sont prêts à garder l'affectation d'aujourd'hui, donc c'est Gewerbe, je ne sais même pas comment on dit en français. Handwerk, pas du commercial, des entreprises, donc pour menuisier, ce genre de choses. Et en fait, les CFF ont vu notre travail à d'autres endroits et pensent qu'en fait, ils peuvent développer le site à travers l'utilisation et à travers le choix des locataires qu'ils vont faire. Donc, ils prennent pas le premier venu, ils vont choisir très spécifiquement qui c'est qu'ils veulent avoir là et quelle image ils veulent avoir projetée vers l'extérieur. Et avec ça, évidemment, donc un des moyens de faire ça, c'est qu'il faut inviter maintenant les gens qui ont envie de venir sur le site. Et là, vous voyez les personnes. En fait, on a redessiné le site sur le sol et ils se placent à l'endroit où ils veulent être. Et on a fait des thèmes. On a le thème de la nourriture, on a le thème de la mobilité, on a le thème des menuisiers, donc ceux qui travaillent avec les mains. Et on les a invités séparément. Le problème qu'on a là, c'est qu'en fait, on pourra que louer les locaux dans 2 ans ou 3 ans. Et là, justement, ce que je disais avant, en fait, le résultat pour eux est un peu trop loin, parce qu'eux, ils ont besoin maintenant d'un endroit. Donc ça, c'est la première phase participative qu'on a avec les locataires dans ce site-là. La deuxième, ce sera quand on choisira le locataire. Donc on fait les transformations des lieux, ne se font que après qu'on ait choisi le locataire. Donc on développe avec lui son espace. Donc c'est une autre forme de participation qui est restreinte en fait à son lieu à lui. Donc on voit là, ça c'était ceux qui font la cuisine et qui vendent du café. Et puis cette image-là, c'était dans une des halles. Après, on a un projet à Winterthur, Lagerplatz, où là, en fait, il y avait déjà des locataires. Et là, le parti pris qu'on a pris au niveau de la participation, c'est en fait de développer tous les espaces communs avec les locataires. Donc c'est à nouveau un autre aspect. Donc chaque projet, en fait, a un aspect différent. Et il y a 3 places dans ce site. C'est à côté de la gare. C'est aussi 50 000 mètres carrés. C'est aussi ancien Sulzer. Et en fait, c'est l'espace pour le Lagerplatz. Et là, on a une dizaine de locataires qui donnent sur cette place. Et on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un concept. Donc, on a invité un matin tout le monde, les planificateurs et les locataires, et on a organisé des éléments et on a discuté où est-ce que venaient les chaises, où est-ce que venait
la fontaine, où on met la truc de boccia, de boule. Après 2 heures, les planificateurs sont partis parce qu'eux, ils venaient avec leur modèle et ils parlaient de forme et de choses, alors que l'utilisateur, lui, veut savoir, je mets ma chaise là ou je la mets là. Et pour eux, c'était pas très important la forme, mais il fallait que ça fonctionne entre tous les utilisateurs qui étaient sur place. Ça va être, donc là, pour eux, ça va être très, très bien parce qu'on a fait ça en mars et ça devrait être construit en juillet. Donc ça va très vite, là, ils verront le résultat de cette démarche très rapidement. Je suis déjà à 18 minutes, je vais me dépêcher. Donc ça, c'est des utilisations temporaires qu'on a déjà entendues avant. Ça, c'est Basislager à Altstetten, où nous, on a fait le déménagement. Après 4 ans à la Binz, maintenant c'est à Altstetten. Donc ça aussi, c'est un démarrage d'utilisation d'une friche. C'est pas très important après ce qui vient, mais au moins ces friches-là qui sont pendant 10 ou 15 ans où il n'y a rien qui se passe, et tout d'un coup il y a une vie qui amène, et éventuellement, si ça se passe très bien aussi, il y aura une suite. Ça c'est le bureau de Zurich qui fait. Après, autre petit exemple, il faut que je mette mes lunettes. Kleine Freiheit in Zürich. Kleine Freiheit, c'est une buvette qui a commencé dans un parc, un container. On voit sur la deuxième image, on voit le container. Le permis de construire, c'était temporaire. Après quelques années, ils auraient bien voulu aussi ouvrir en hiver. On a discuté avec les autorités et ça a été possible en fait de ne pas isoler le container et de construire cette véranda autour parce qu'on utilise de l'énergie renouvelable. Donc en fait, on a au niveau légal, c'est absolument légal, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de discuter avec les autorités et d'utiliser en fait, il y a toujours une zone grise où l'autorité peut décider très ferme ou un peu plus léger. Et là, dans ce cas, ça a été possible. Donc c'est un peu les mêmes images que les vôtres. Dernier type que je veux présenter, c'est le pas par pas. En fait, c'est les transformations, où ici on a un espace qui était donné, qui était déjà transformé. C'est la Markthalle à Bâle, c'est à côté de la gare, c'est à 3 minutes. Pendant 100 ans, c'était un marché en gros, où les paysans de la région amenaient les légumes et distribuaient aux restaurants et aux magasins. Et en 2006, parce il fallait assainir la coupole, la coopérative a eu peur de cet assainissement, donc ils ont rendu la coupole à la ville. La ville a aussi eu peur de l'assainissement, donc ils ont vendu la coupole. Ils l'ont vendue à Alreal, un développeur connu, en tout cas en Suisse allemande, qui lui a vendu son idée de projet de faire un mall, un centre commercial, au Crédit Suisse en construction, et 3 jours après l'ouverture, il n'y avait personne. Vide. 6 mois, vide. On dirait en fait on se croirait dans un aéroport. Donc en fait, c'est un endroit où personne ne passe. Donc le Crédit Suisse a très vite réagi après 6 mois où il y avait personne dans les locaux. Ils ont fait un mini concours où ils ont invité 3 groupes à rendre un concept. Nous on a rendu un concept et en fait on a plus ou moins donné copie conforme d'un concept qu'on avait déjà développé en 2006 où on a voulu acheter aussi on n'avait pas offert assez et on a dit qu'il fallait refaire une Markthalle. Très simplement, on n'a pas été chercher très loin. Une des premières choses qu'on a fait, c'est on a enlevé le bancomat, et on a commencé très petit. On a créé d'abord une société anonyme, on s'est mis à 6, et on a commencé en octobre 15. Non, c'est pas vrai, 13.
Octobre 13. Voilà, et octobre 13. Et on a axé notre concept sur tout ce qui est autour de la nourriture. Donc, achat, vente de nourriture, production de nourriture, consommation de nourriture, food. Nourriture, ça fait un peu bizarre, mais c'est Nahrung. Donc, Lebensmittel. Avec aussi toute une partie concert, cours de cuisine, dégustation, donc un programme. Et on a commencé en fait cette réaffectation là avec le premier jour, je crois qu'il y avait 3 stands et un stand à légumes. Donc vous avez le stand à légumes devant, et puis derrière 3 stands, et puis 50 personnes, 100 personnes qui sont venues manger. À 12h30, il y avait plus assez de nourriture. Le même jour, on n'avait pas encore pensé au nettoyage, donc on a dû aller acheter des balais le même jour. Donc en fait, on commence vraiment très très petit. Voilà. Et on a commencé aussi à transformer un peu les magasins. Donc on a déjà enlevé le haut. On a commencé à salir, à donner un peu du patina à ces magasins. Donc en fait, pour la première fois, normalement, on doit sauvegarder le patina. Là, on a dû le réintroduire. 6 mois après, bon, ça c'est un marché aux puces. Je triche un peu, mais il y avait quand même beaucoup plus de monde. Et en fait, on avait qu'un contrat de location sur 4 ans. Donc, on fallait rentabiliser notre investissement sur les 4 ans. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc c'est plein. On a environ 25 food stands. Et puis il y a ceux qui font le fromage. Il y a une fromagerie. On a une fromagerie. On va avoir une boucherie. Donc la fromagerie, il fait du fromage sur place. Donc on a vraiment de la production. On a une boulangerie qui cuit le pain sur place. On a quelqu'un qui presse de l'huile, mais on a aussi un magasin de légumes Déméter. On a des marchés aux puces une fois par mois, des concerts une fois par semaine dans les magasins aux alentours. Donc en fait, c'est avec ce système-là, on peut réagir aux besoins. C'est comme les 30 cafés où tout d'un coup c'est plus de bière, donc on arrive à suivre un cheminement, et en fait c'est faisable partout. C'est pas, je fais ça depuis 20 ans, j'ai pas l'impression que ce soit exceptionnel, et j'ai un peu vraiment l'impression qu'on peut faire ça partout. On peut commencer tout petit, on met une graine, ça pousse, on passe à la prochaine étape. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Eric et Barbara, vous répondez vraiment vous donnez une belle définition d'architecture qui est finalement des personnes qui mettent une impulsion sur un lieu. La métaphore de la petite graine, je vois qu'il y a les yeux qui brillent en voyant ce que vous pouvez accomplir. Je vous invite à me rejoindre autour de la table ronde, puisque cette soirée est censée être une table ronde. On n'a pas beaucoup de temps à disposition pour parler, c'est souvent comme ça, je vous prie de m'excuser. Mais je voulais pas interrompre nos invités, parce qu'on va discuter ensemble. Est-ce que tout le monde a une chaise? D'accord. Je vais vous passer le micro tout de suite, évidemment, parce qu'on va discuter ensemble de pourquoi les Ballois y arrivent et pas nous, hein, comme toujours, mais surtout pourquoi est-ce que c'est si difficile d'abord de construire de l'éphémère, quels sont les principaux problèmes, et pourquoi est-ce qu'on peut pas le généraliser, quels sont les blocages juridiques, s'il y en a, quels sont les blocages financiers, et comment est-ce qu'on peut aboutir à ce genre de projet. Et deuxième question, évidemment, est-ce qu'il faut avoir un soutien politique important? C'est le cas, je pense, de vous, puisque vous êtes vous-même engagé politiquement. Non, oui. Est-ce qu'il faut vous avez expliqué, vous avez envoyé un courrier adressé à des politiciens un peu au hasard pour générer un projet, et ça a marché quelque part. Donc quelles sont les relations qu'il y a à tisser pour favoriser ce genre de projet? Évidemment, j'invite l'audience à réagir. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai le micro. Par qui on commence? Oui, sur les relations avec la politique?
Alors, ça c'est quelque chose que, enfin, comment dire ça simplement je dirais que le lien avec notre engagement, enfin mon engagement politique par exemple, c'est qu'on a osé en fait simplement prendre contact avec les autorités en n'étant pas impressionné, en disant bah voilà, nous on a un projet, on y croit, on pense que Ouchy Vidi ça suffit pas comme offre lacustre. Donnez-nous l'autorisation d'utiliser votre parcelle le temps de quelques week-ends. Puis je pense que c'est le fait simplement qu'on a osé interpeller la ville et prendre rendez-vous avec la ville, mais ça a duré 1 an de contact et de rappels et de téléphones et de séances pour les convaincre de nous laisser ce petit bout de parcelle, vraiment, parce qu'au début on parlait de quelques week-ends. Donc je dirais que c'est surtout ça qui a joué en notre faveur, puis que aussi ce qu'on voit avec les autres projets absolument vraiment passionnants qui ont été présentés, c'est qu'on a commencé petit. Nous, on a vraiment s'était dit quelques week-ends, un container, et puis on regarde et on verra des investissements minimes. Et c'est ça qui a fait que je pense que la ville n'a pas pris peur. Si tout de suite on avait dit on va construire un café-restaurant à cet endroit pour 5 ans, là ça aurait jamais, enfin nous déjà on n'aurait pas, enfin l'association n'aurait pas pu investir ni voulu investir parce qu'on savait pas s'il y avait la masse en fait assez de clients pour pouvoir générer du bénéfice, mais en plus la ville aurait vraiment freak out je pense. Donc c'était commencer petit puis voir si ça fonctionnait et voilà, donc incrémental je dirais plutôt. Je rajouterais simplement que, en fait, il faut oser et prendre certains risques. Et en fait, on risque pas beaucoup, honnêtement. On perd peut-être un peu d'argent, peut-être une image qu'on avait de soi ou que les autres avaient de soi, mais en fait, on peut bouger énormément. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ce genre de choses. En 2000, racheter un site en pleine ville de Bâle contre des investisseurs classiques et en faire un centre de quartier en plein Bâle. Alors évidemment, c'est possible que Bâle est plus... Il y a plus de mécènes, on est vraiment, je dis pas qu'on n'est pas ici, mais on est de gauche, ils sont prêts à suivre ce cheminement. Donc il y a quand même un cadre qui est peut-être plus favorable, mais c'est quand même, on a pris le risque, on prend le risque financier, mais on décide aussi, qui est peut-être aussi un avantage. Moi je pense qu'on peut le faire, il faut faire. Ouais, je veux encore, en fait, confirmer ça. Enfin, c'est aussi c'était un projet qui a duré très longtemps, et du coup, il faut être là, et il faut être, enfin, on est les seuls moteurs du projet. Et du moment qu'on disparaît, le projet disparaît très vite. Voilà. Et au fait, c'est vrai que du moment qu'on est là, et on était très, très présents, et on a aussi en permanence alimenté l'imaginaire du projet en générant beaucoup d'ateliers. Avec des gens de la ville, avec des gens on a fédéré les espaces verts autour du projet qui s'occupent maintenant de faire tout l'aménagement paysager, en lien avec les habitants. On est dans les discussions pour créer des potagers sur la parcelle même et qui vont profiter au voisinage. Aussi, c'est une sorte de deal qu'on a fait avec eux au terme des discussions qu'il y avait sur les oppositions. On a fait plein de choses comme ça qui ont fait aussi que le projet il a commencé à appartenir à énormément de personnes, et que petit à petit du coup il n'appartenait plus à nous mais aux autres. Faut aussi voir que de nouveau, comme tu disais, c'est un projet qui est pas signé parce qu'il a été issu vraiment à la base de workshops avec le service social et la coopérative pour créer les plans en fait. On a une démarche vraiment très horizontale de fabrication du projet, et du coup c'est aussi quelque chose qui a fait que tout le monde l'a pris pour soi, et je pense que c'est aussi un des facteurs de réussite. Oui, mais au niveau réglementaire, vous avez eu des problèmes. Tu disais que on est limité à 3 mois par la loi actuelle. Vous avez eu des problèmes aussi avec la police du commerce, et ça n'a pas été toujours facile. Pour réouvrir cette année notamment, vous avez dû repousser l'ouverture à la jetée, je crois, l'année passée, oui, en 2016. Et est-ce qu'il faut changer des règlements, selon vous? Et comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre?
Je dirais que, pour mettre les choses au clair, la police du commerce, que ce soit au niveau cantonal ou communal, elle fait simplement son travail, elle applique les lois. C'est pas tellement elle qui, je dirais, qui nous a mis des bâtons dans les roues. Ce qui a fait que le projet a pris du temps, c'est, ce que vous connaissez, hein, c'est le processus de mise à l'enquête, d'opposition, lever les oppositions, permis de construire, etc., mise aux normes. Donc c'est surtout tout ce long processus administratif qui est inhérent à tout projet de construction qui a pris du temps. Donc il y avait pas de mauvaise volonté politique. Je vois pas comment restreindre ce temps, si ce n'est s'y prendre quand même suffisamment à l'avance. La première année, on était en événementiel, ce qui fait que les règles sont beaucoup plus souples en fait. Il y a presque tout est possible en événementiel, mais ce qui a permis aussi de voir qu'il y avait une nécessité et qu'il y avait une attente et que ça valait la peine de se lancer après dans ce long processus administratif. Donc je pense que là, ça a bien fonctionné. On a été bien soutenu par la ville, qui nous a aidé avec le canton à faciliter les contacts, etc. Mais je vois pas comment on peut restreindre ce projet de mise à l'enquête, parce que finalement, on a quand même ouvert un établissement, un café-restaurant, donc il n'y a pas de raison qu'on soit soumis à des règles qui soient plus flexibles que n'importe quel autre café-restaurant qui s'ouvrirait, qui se créerait en ville. Mais simplement, la phase projet pilote de 2015 sous forme événementielle a permis de voir que ça valait la peine d'investir du temps et de l'argent dans une véritable structure. Non, c'est vrai que je sais pas si c'est par rapport au règlement, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer quelque chose où on a une gradation plus grande entre les 3 mois ou la construction pour l'éternité. Et pour le moment, on n'a pas cette marge de manœuvre là, où on n'a pas la possibilité aussi de dire qu'on construit peut-être très léger en s'engageant dans les 5 ans, par exemple, à répondre à toutes les normes, ce qui peut-être peut devenir quelque chose d'intéressant aussi au niveau de l'énergie. C'est à terme peut-être tendre vers un label Minergie P ou je sais pas, mais que dans les premiers temps, je trouve intéressant l'idée de dire on est complètement renouvelable, donc on peut se permettre de ne pas être isolé ou des choses comme ça. Et ça c'est quelque chose on peut le faire de nouveau, mais c'est vrai que c'est des discussions très 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 longues et des négociations avec les services de l'énergie pour pouvoir le faire. Ouais. Moi, je pense qu'il faut pas changer, ou pas essayer de changer soi-même les lois. En fait, il faut travailler avec. Il faut s'organiser, commencer petit dans l'événementiel pour pouvoir le faire cette année et après passer à l'étape prochaine. Par contre, un des gros problèmes qu'on a, c'est les plans de quartier. Plans de quartier, 4 ans après permis de construction, encore une fois, plus jusqu'à la construction finie, donc c'est 8 à 10 ans où un site reste en friche. Et c'est un lieu mort normalement dans une ville. Et en fait, pour nous, ça, c'est le problème. Et en fait, les plans de quartier, d'après moi, n'existent que pour garantir le prix de vente d'un terrain ou pour être sûr, celui qui achète, qu'il aura la possibilité de construire autant. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le développement d'une ville, parce qu'en fait, le besoin qu'on va essayer de répondre dans 10 ans, en fait, n'est plus là. Il est au début du processus, mais à la fin des 10 ans, en fait, il a changé. Donc en fait, il faudrait trouver un système de plan de quartier qui donne la sécurité aux vendeurs et à l'acheteur. Même on peut se poser la question pourquoi le vendeur veut toujours faire un bénéfice sur un bénéfice dans le futur. Il pourrait aussi le vendre à un autre prix. Et je crois qu'en Hollande, il y a des systèmes où ils essayent de faire des plans de quartier où on peut encore changer en cours de route. Donc, par contre, tout ce qui est handicapé, tout ça, là, il faut faire avec, quoi. Il faut trouver des solutions. Et il y avait un système à un moment donné à Winterthur, un peu comme tu disais. On peut commencer une utilisation éphémère ou temporaire à un endroit. Il faut garantir la sécurité des gens, Brandschutz. Et peu à peu, il faut garantir après 2 ans une autre étape, après 5 ans une autre. Mais c'était pas marqué dans la législation. C'était simplement de la manière dont les autorités jouaient avec ça, parce qu'ils se rendaient compte que pour eux, ça valait aussi la peine d'avoir ce genre de lieu. Et ils avaient le problème des 200 000 mètres carrés de Sulzer aussi, il faut dire.
ça a peut-être mis assez de pression pour qu'ils réfléchissent différemment. Il y a une question là de Guy Nicolier. Oui, ça m'intéresse par ce que tu viens de dire là sur le... Oui, sur le processus d'affectation du sol, je pense que tu touches là vraiment la question de fond, parce que moi j'ai trouvé très intéressant l'idée de Marc Fauchot, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette urbanité magnifique, de parler de la spontanéité comme étant l'idée de la graine dont tu as beaucoup parlé. Tu dis, bon, on laisse la ville faire elle-même, enfin créer son propre programme. Et en effet, tu réponds un peu à la question en disant, le problème c'est le PPA, quoi, les plans pastoraux d'affectation. Au fond, on les prévoit pour garantir l'argent du futur investisseur. Mais il y a quand même des villes dans lesquelles il me semble qu'on peut observer une spontanéité. On parlait d'Athènes, où il y a eu des parcs qui ont été spontanément investis par la population. Et dans quelle mesure est-ce que vous voyez, vous, ce que vous faites maintenant comme étant vraiment une préfiguration de la ville? Alors vous avez parlé de l'expérience du Galicien qui préfigurerait peut-être la place qui viendra à Malais, mais bon, c'est un peu délicat. Mais dans quelle mesure ces graines, elles vont réellement donner une image de la ville du futur, mais une image qui correspond aux habitants? Parce que derrière l'idée de la spontanéité, pour moi, il y a la question de la réalité de l'utilisateur d'aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que ce que vous faites, les projets auxquels vous participez, en fait, préfigurent réellement la ville de demain? Difficile de répondre. Moi, je pense que c'est un chemin possible, mais je pense pas qu'il sera généralisé. Je pense que ça restera un peu une niche. Et je pense surtout parce que la priorité pour les planificateurs et architectes comme je suis n'est souvent pas l'utilisation ou la personne qui est dedans. Donc le contact réel avec celui qui va aller habiter. On pense les espaces toujours pour un hypothétique utilisateur et pas pour l'utilisateur qui est déjà là. Et je pense que de changer ça me paraît assez difficile. Donc d'avoir ce contact direct avec pour lequel on planifie. On parle toujours de concepts architecturaux, c'est toujours des concepts d'espace. On ne parle très rare. Dans le logement, on parle peut-être logement, mais le reste, en fait, ça reste assez ouvert. Et on voit ça. Nous, on a eu ces discussions avec les autorités de Bâle, avec l'architecte cantonal. Pour lui, la transformation, Stadtentwicklung, le développement de la ville, se fait par le bâti et pas par l'affectation. Alors que nous, avec notre Gondeldingerveld, c'est les mêmes bâtiments qu'avant. Avant, c'était de l'industrie. Aujourd'hui, c'est le centre de quartier où on a le centre de famille où on va peser son bébé quand il est né, où on va à l'école de cirque avec le gamin qui a 5 ans, et où quand il a 18 ans, il va boire sa bière. Et donc, en fait, c'est autre chose. Mais je pense pas qu'on arrivera, et c'est pas non plus le but de convaincre tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a trouvé une niche où on peut faire ça. On a certains investisseurs qui voient que pour eux, ça pourrait être intéressant de travailler dans ce sens-là. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Oui, on a beaucoup discuté quand on organisait le débat. Cette théorie de l'incrémentalisme, c'est ce mot qui est maintenant à la mode, qui vient du Canada, je crois, puis qu'on utilise maintenant en français, chez Bouchin, chez Kroll, chez ces gens-là qui travaillent étape par étape toujours. Et en parlant avec Julien Belair, ce personnage dont je te parlais, cet architecte français, lui me disait que dans sa pratique, ils investissent des lieux pour tester un programme
par exemple avec des populations migrantes ou des Roms, pour voir si le voisinage va l'accepter finalement, et si ça va fonctionner. Si ça marche pas, eh bien on bouge, on est nomade, et si ça marche, on reste et on pérennise, et on passe de l'éphémère au pérenne. Est-ce que c'est, selon vous, une façon peut-être de critiquer une manière de faire la ville, et enfin une alternative, disons, crédible à la façon de faire la ville? Ouais, j'ai l'impression que qu'on pourrait voir ça comme, sachant que ça se fait déjà, mais justement, tu parlais de cette critique des plans de quartier, mais c'est quelque chose qui pourrait faire partie, d'une certaine manière même, de la manière de fabriquer les plans de quartier, sachant que on est conscient quand on commence un plan de quartier qu'il y en a justement pour 5, 10, 15 ans jusqu'aux premières réalisations, et que là-dedans on devrait presque être encouragé d'une certaine manière le ou les planificateurs à développer à l'intérieur de ça des systèmes pionniers, quelle que soit leur échelle, que ce soit l'échelle de la galicienne ou que ce soit des échelles plus grandes de quelques logements, et des choses. Voilà, on était intéressé par le logement étudiant. Pourquoi? Parce que c'est un des rares programmes qui ne pose pas le problème des évictions forcées ou des choses comme ça. Parce qu'on sait que l'étudiant part au plus tard 5 ans après être arrivé. Non, mais après ça c'est une réalité, c'est une question qu'il faut dans ces questions temporaires, il y a des choses qui vont se cristalliser, des rapports sociaux, voilà, et c'est aussi difficile de naviguer avec ça. Mais ça, enfin, nous on est convaincus que c'est quelque chose qui doit commencer à faire partie de l'urbanisme ou de la manière de penser la ville, que de nouveau cette idée de mouvement et de cristallisation de certaines choses et d'une flexibilité qu'on laisse jusqu'au bout. Ça c'est. Mais ça demande plutôt un changement de la part des planificateurs que vraiment de nouveau du cadre légal, parce que c'est quelque chose qu'on commence à intégrer dans certains plans de quartier, même ici. Peut-être juste, je trouve, enfin là, pour moi, c'est vraiment le cœur de ce débat, hein, qui est organisé pour nous, en tout cas, à Ailec Lausanne. On n'a aucune prétention de représenter les Lausannois ou les Vaudois. Ce qu'on propose simplement, à la limite à la ville, c'est de tester un usage qui suit, puis qui rencontre un certain succès auprès d'une certaine population. Après, c'est pas la démarche de participation, elle doit se faire, je pense, ça doit être une volonté politique qui est faite à un moment donné parce que ça fait du sens. Et nous, on pourrait, par exemple, en tant qu'association, être invités à faire partie de cette démarche. Mais nous, en tant que tel, on n'aurait pas la prétention de dire ça, c'est la vérité vraie pour ce lieu. Peut-être ça marche bien à ce moment-là, et puis voilà, peut-être dans 5-10 ans, ça sera plus valable suivant comment ce bord du lac il se développe. Par rapport à la galicienne, je dirais que là c'était moins l'idée de tester un usage, puisque les plans ont déjà été faits et préfigurés, et il y a déjà eu de grandes discussions politiques et populaires autour de ce qui est prévu. Je pense que c'était plutôt l'idée de remettre ce quartier de Malais-Malégard sur la carte, de dire que c'est un quartier qui existe, qui est sympa, où on peut aller, qui est pas juste une ancienne friche industrielle en périphérie de Lausanne. Puis je pense que c'est dans tout ce renouveau aussi de l'Ouest lausannois où on s'inscrit, c'était plutôt de dire mais prenez le bus, arrêtez-vous à Prix-Malais. Enfin, c'était plus dans cette dynamique-là. Après, c'est vrai qu'il y aura un café qui va animer le pied des tours et un espace public, mais je pense qu'on est vraiment, nous, dans une autre dynamique. On est plutôt dans une dynamique, mais ici et maintenant, remettre Malégard sur la carte de Lausanne, et puis d'en faire un lieu où il fait bon y vivre et s'arrêter. Puis voilà, mais on s'inscrit pas dans une temporalité future de préfigurer un espace. Après, peut-être c'est nous qui exploiterons le café, mais c'est vraiment pas du tout le but ni l'idée maintenant. On sera dans une autre idée, et voilà, une autre dynamique. On va reparler, je pense, de comment est-ce qu'on change l'âme d'un lieu, mais une question d'abord au fond. N'hésitez pas à lever la main aussi si vous voulez poser une question. Oui, Olivier Deliveira, architecte, un peu dans le même esprit que Guy parlait avant. Moi, je reviens peut-être au sous-titre de la démarche de la soirée, démarche citoyenne au pur opportunisme. Je pense qu'on a peu parlé de ça, et c'est vrai que on connaît plusieurs cas justement de construction éphémère qui vient un peu en aval dans des friches industrielles, justement pour
pour valoriser elle contribue de quelque forme à valoriser les sites, augmenter les valeurs du lieu, sacher les gens qui sont autour, non, et contribuer à un processus de gentrification de l'espace de la ville. Donc ça c'est peut-être une question par rapport à ces démarches, non, jusqu'où finalement aujourd'hui les démarches qui, on peut dire, les occupations, bon, voilà, que dans d'autres pays sont vraiment utilisées. On occupe un lieu parce qu'on n'a pas d'autres lieux à vivre. Donc, et puis maintenant, on occupe un lieu pour faire la fête. Voilà, pour devenir bobo. Où on est aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à ces démarches. Il y a un côté très intéressant, mais je pense que cette démarche qui à la base, elle était vraiment une nécessité de réutilisation des espaces par des gens qui avaient vraiment pas d'espace, pas de lieu à vivre, pas d'habitat. Aujourd'hui, elle est devenue, je provoque, un peu la mode. Ça m'interpelle beaucoup ce que vous dites. C'est des discussions qu'on a nous au sein du comité de l'association. Enfin, pour moi, je pense que la ville doit garder des espaces en friche, des espaces où il se passe rien, où on peut en gros encore squatter si on veut. Puis il faut trouver un bon équilibre quand même entre utiliser et revaloriser des espaces en friche et quand même laisser un certain nombre d'espaces. Et puis nous, on est conscient de ce phénomène et que finalement on risque par notre venue de boboifier, gentrifier un quartier. Et c'est pour ça qu'on a essayé un maximum. Alors ça, c'est difficile, mais d'avoir une politique de prix vraiment bas, d'avoir un café par exemple à 3,50 francs, ce qui devient difficile à Lausanne, je vous assure. Donc c'est-à-dire de rogner un maximum sur nos marges tout en ayant des produits de qualité locaux, d'avoir des événements qui sont gratuits et surtout que les espaces dans lesquels on a tant la Gaïtienne que la Jetée, qui sont des grands espaces, de pas les privatiser. Pour nous, ça c'était très important, dire qu'on pouvait venir à la limite, dans une certaine mesure, venir boire sa bière en canette qu'on a acheté à 50 centimes à Denner à côté. Donc dans une certaine mesure, mais dans le sens de pas privatiser le lieu parce qu'on voulait. Le but c'est pas de se faire un max de thunes, c'est juste de créer un endroit sympa. Mais c'est clair que c'est des dynamiques qu'il faut trouver entre laisser des lieux en friche parce que c'est important dans une ville et puis quand même de les revaloriser, de créer des nouveaux espaces publics parce que la ville, elle se développe, puis elle doit aussi se densifier de l'intérieur, puis se qualifier de l'intérieur. Mais c'est des vraies réflexions, je pense qu'il faut avoir. Oui, Eric, sur cette question du changement de population sur un site, comment vous gérez ça ? On n'a pas de solution, honnêtement. C'est souvent un des résultats. Mais si on regarde le bâtiment Sulzer, ce qu'il aurait pu devenir si on n'avait pas fait ça. Si on voit que les villes sont dynamiques, si on regarde sur 100 ans, hein, je parle pas de 10 ans. Sur 10 ans, évidemment, que ça nous touche personnellement, quand on est dans un quartier, il gentrifie, on peut plus aller boire sa bière à côté ou on peut plus y vivre parce que la location est devenue très chère. Oui. Mais il y a des quartiers qui montent, il y a des quartiers qui descendent. À certains endroits, c'est cyclique. Tous les 30 ans, ça remonte, ça redescend. Et je pense pas qu'on puisse avoir autant d'influence qu'on puisse gérer ces situations-là. À un moment donné, il faut laisser faire. Par contre, les gens qui viennent au début, les artistes qui peuvent tout d'un coup louer en ville, parce que dans une friche, tout d'un coup, ils peuvent louer un endroit. Alors que sinon, les espaces resteraient inoccupés. Et je pense que pour cela, je préfère presque qu'ils puissent être en ville et utiliser ces locaux et ces espaces-là que de ne pas les faire par peur d'une gentrification dans un quartier. En fait, je pense que la plus-value est là et 30, 40 ans plus tard, évidemment, ce sera pas pour nous, ce sera pour une autre génération. Et avec l'association qu'on a de Zwischennutzungen, on se rend compte que c'est un besoin de certains locataires. Ils veulent être que 3 ou 4 ans à un endroit. On a des entreprises qui cherchent
ce type de location pour rester dynamique. Et en fait, je pense qu'on oublie un peu, même tout, c'est dynamique. Il n'y a pas du statique. Et en fait, un architecte, il pense souvent statique parce qu'il construit et il construit pour 100 ans. Mais en fait, ce qui va se passer dans son bâtiment, ça va changer. En 100 ans, ça va changer 4, 5, 6 fois. La cuisine va changer d'endroit. Donc en fait, le développement d'une ville n'est pas statique. Donc tout est dynamique. Alors évidemment, peut-être c'est un peu plus vite ou on pousse un peu plus. Mais je pense que ça en vaut la chandelle quand même. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un complément. Je pense qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est l'affectation, c'est très important. On voit que faire des bars, des espaces culturels, c'est très facile, ça fonctionne. Faire de l'architecture de logement, c'est déjà plus compliqué. Au lieu d'éphémère, ça devient vite un bâtiment qui doit rester pour 30 ans. Cette marche entre les deux, c'est-à-dire les artistes, les artisanats, je pense là, il y a le plus de potentiel pour développer des sites industriels sans qu'on fait la gentrification. Par exemple, à la Galicienne, on a fait des débats avec la commune, etc. Et chaque phase, c'était la même discussion. Comment est-ce qu'on peut garantir que les artisanats, les artistes dans ce quartier, ils peuvent rester sur place quand en 5 ans, il y aura un tour de 100 mètres. Donc, au lieu de penser sur cette question-là, je pense qu'ils feront mieux de réfléchir comment on peut les avoir aujourd'hui. Comme vous avez dit aussi, les artistes, ils regardent pas en 5 ans. Ils veulent avoir un espace maintenant. Le concours de Malais, ça fait déjà 6 ans qu'il a eu lieu. Depuis 6 ans, on a la plus grande friche industrielle à côté de la Galicienne qui est pas utilisée, où on pourrait avoir un endroit où il y a les artistes, les artisanats qui peuvent se passer. Aujourd'hui, c'est occupé avec un patinoire provisoire. Je sais pas si c'est ça la solution, mais voilà. Oui, pour moi aussi, c'était rebondir à la réponse de monsieur. Je suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse pas orienter le public dans le sens où si on choisit une affectation où on vend des bières à 9 francs, j'imagine qu'il y a des bobos qui viennent et qu'on n'aura pas les ouvriers qui vont venir. Donc du coup, si on a vraiment envie d'ouvrir un lieu à la population, aux ouvriers, ou à une certaine tranche de population, on peut le faire en choisissant le type d'événement qu'on y fait. Donc, si on met un DJ qui fait de la musique électro, on n'aura pas les gens de 50 ans qui vont venir écouter. Donc, je pense qu'on peut quand même un petit peu réorienter selon le. À court terme, on peut faire ça. La question, c'est sur 10 ans, sur 20 ans. Et je veux dire, une gentrification ne se fait pas en 2 ans. Une gentrification se fait sur 10 ans, 15 ans. Le bâtiment qui se vend, propriété par étage, ça va peu à peu. À court terme, évidemment, on peut influencer, essayer de garder le niveau, disons, le plus accessible pour tout le monde. Ça, je suis d'accord. À moi qui ai une question pour poursuivre là-dessus, parce que vous avez parlé d'un projet à une grande échelle, et je voulais vous poser la question de l'échelle de ce type de projet. Le projet que les CFF vous ont donné, et il est assez étrange, comme vous l'avez expliqué. Le CFF veut opérer un choix des habitants, vous avez dit, une sélection des habitants par rapport à leur activité. Les CFF, des locataires. Il n'y a pas encore d'habitants, c'est le type de locataire, c'est ça? D'accord. Et comment est-ce que vous travaillez avec les CFF pour éviter ce genre de gentrification ou de processus en connaissance que les CFF ont fait, par exemple à la Europa Alley à Zurich? Qu'est-ce que je veux dire? Donc ce projet-là, ils veulent pas d'habitation. On est dans une zone d'affectation artisanale et ils veulent rester dans cette zone-là. Donc ils vont pas essayer une rentabilisation à travers du logement. Par contre, ils veulent développer à travers la réutilisation des lieux en choisissant quel type d'artisan on place à quel moment. Donc on se donne en fait des thèmes. On veut avoir un site où il y a des gens qui viennent, qui
qui a une vie qui rentre à l'intérieur. Donc il faut avoir aussi un artisanat qui peut offrir cela. Donc en fait, il faut choisir, est-ce qu'on veut de la production, on veut de la production et de la vente en même temps, ou est-ce qu'on veut que des magasins, ou on fait au-delà de ça, est-ce qu'on veut food, Lebensmittel, ou est-ce qu'on veut de l'artisanat classique, qu'est-ce que la ville de Zurich a besoin. Donc on ne parle pas encore d'architecture, ni d'urbanisme classique, quel auteur doit avoir les tours et ça, mais c'est clair que les CFF, c'est un investisseur classique qui veut un rendement sur ces terrains. Donc cette question-là du rendement et du prix et quels sont les clients vont se poser. Mais aujourd'hui, sur le développement des 25 prochaines années, ils veulent commencer maintenant à avoir des locataires et ils veulent rester dans l'optique de l'affectation qui était aujourd'hui et pas tout de suite faire un plan de quartier où on veut avoir de l'habitation où tout d'un coup le prix du terrain augmenterait, ils pourraient le vendre après facilement. Mais ils veulent vraiment faire quelque chose pour la ville, un peu en réaction à Europarler. Sinon, je demande à Guillaume de nous parler un petit peu, et à Eric aussi, de nous parler un petit peu de technologie éphémère. Comment est-ce qu'on finance un projet éphémère? Qu'est-ce que ça suppose en termes de détails constructifs, en termes de détails constructifs? C'est un peu loin, mais en termes d'architecture, et comment est-ce qu'on crée un projet modulable ou flexible suffisamment avantageux pour le réaliser? C'est un problème important, j'imagine. Oui, ça pose des questions justement par rapport à ces idées de déménagement et de déconstruction, reconstruction. Et c'est vrai que pour nous, il y avait un enjeu d'arriver aussi à se trouver un peu dans cette zone plutôt pit house, où on n'est pas dans le container, soit la cabane à l'eau ou le conteneur maritime, et on n'est pas dans la construction en béton coulé crépi. Et du coup, l'idée c'est de trouver une sorte de système constructif qui se trouve un petit peu entre les deux et puis qui est adapté à une durée un peu intermédiaire, où on accepte que peut-être que si on déménage après 15 ans, eh bien la façade, on va changer de façade. On accepte qu'aussi après 15 ans, et comme tu le disais, l'intérieur des maisons change aussi très vite. Eh bien c'est vrai qu'on va de toute façon refaire le sol, refaire la peinture, réarranger les cloisons. Et du coup, on est parti dans l'idée que c'était vraiment le gros œuvre qui était l'élément à penser de manière pas recyclable, mais vraiment réutilisable. Et puis se dire comment est-ce qu'on réutilise une dalle, comment est-ce qu'on réutilise un poteau, comment est-ce qu'on réutilise un toit. Et dans l'idée que du coup on recycle pas le matériau, ce qu'on a l'habitude de penser habituellement, recycler, on utilise l'acier, donc on va penser à comment le recycler. Le béton, ok, on va pas en mettre trop parce que c'est en béton à recycler, parce qu'il y a des fers d'armature dedans, etc. Mais de se dire, vraiment, on va réutiliser l'élément constructif. Et là, du coup, c'est le cas là, on a un système, un jeu de base, auquel on a donné des dimensions types, et puis qu'on peut facilement désassembler, réassembler sur un système de fondation ultra basique, qui sont des semelles filantes à 80 cm. Mais est-ce qu'on a un peu de marge de manœuvre en tant qu'architecte pour faire des jolis projets, ou on est coincé avec une trame Je crois, ça dépend comment on considère joli projet. C'est vrai que nous, l'idée c'était de pas faire un joli projet, c'était de pouvoir le plus rapidement possible changer cette situation, de sortir ces gens de l'hôtel le plus possible, chose qu'on aimerait bien faire à d'autres endroits, et puis de se dire comment est-ce qu'on peut aménager ces espaces-là pour que les gens qui vont passer ces journées, 6 mois ou une année ici, puissent se sentir chez eux, mais puissent aussi avoir regagner une certaine vie sociale, comment est-ce qu'ils vont se rencontrer, quels sont les espaces de circulation, etc., etc. Du coup, l'enjeu était plutôt de dire, avec le niveau quasiment zéro de la construction, comment est-ce qu'on produit ces espaces-là. Parce qu'Eric, vous avez maintenant une filiale zurichoise qui crée des modules préfabriqués que vous utilisez pour vos projets, c'est juste?
On a effectivement une filiale qui est spécialisée sur du modulaire. On construit similaire, mais on fait en container. Et pour nous, c'est pour en fait pouvoir déplacer après tel quel. Le bâtiment est pas dans la même optique que vous. Pasislager, par exemple, en fait, on a racheté ce bureau d'études parce que les propriétaires passaient à la retraite et ils ont cherché un bureau qui pensait un peu comme eux. Donc, ils nous ont offert de racheter. Donc, on a pu garder les collaborateurs. C'était surtout pour que les collaborateurs puissent continuer à travailler dans le même bureau, dans le même domaine. Et donc là, maintenant, nous, on fait ou du bois, ou du béton, ou du métal. Donc, on a des containers monolithiques en béton à Genève. Il y a c'est quoi, des étudiants, non? C'est j'ai trop de projets là, on sait plus tout. Donc en fait, c'est du logement étudiant en béton monolithique. Donc en fait, c'est pas dalles et murs séparés, c'est coulé en même temps. Par contre, moi, j'aimerais plutôt revenir sur comment faire de l'éphémère. Nous, on travaille dans l'existant. Donc en fait, on a déjà les espaces. Et en fait, le but, c'est de les donner le meilleur marché possible. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut trouver le locataire qui peut travailler avec cet espace-là. Donc, en fait, on part de l'existant, on voit ce qui est possible au niveau de l'affectation, et on cherche le locataire qui arrive à utiliser les locaux tels quels. S'il faut commencer à les transformer, à enlever des murs, à changer la statique, à réorganiser le chauffage, les prix augmentent et après l'éphémère n'est plus possible. Et on se rend compte que à peu près la durée, à partir de 4 ans, on peut faire des projets qui soient, disons, où le coût d'investissement revient dans les 4 ans. Donc en fait, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est trop court pour faire de l'éphémère. À partir de 4 ou 5 ans, c'est viable. Et on essaie, en fait, notre but dans tous les projets, c'est qu'ils soient financièrement viables. Donc qu'on se retrouve en fait dans le milieu économique classique. Ce qui permet après d'avoir une palette d'investisseurs nettement plus grande aussi. Parce que tout d'un coup, ça vaut la peine de participer, ça vaut la peine d'investir, ça fonctionne, on perd pas d'argent. Donc on sort en fait de ce côté caritatif des fondations et tout. Alors pour certains projets, c'est nécessaire. Les petits projets que j'ai montrés, là c'est pas possible. Mais à partir de 4-5 ans, c'est faisable. Il y a un rendement peut-être pas énorme, mais classique qui couvre les frais. Donc ça, c'est pas mal déjà. C'est peut-être la phase que vous vivez en ce moment, le passage de l'associatif à un projet plutôt commercial. C'est juste. Alors la structure, ça reste une association, donc une association à but non lucratif. Simplement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que avant le fonctionnement, l'exploitation quotidienne, elle dépendait essentiellement de forces bénévoles, donc y compris essentiellement derrière, pour la construction, pour tondre le gazon et pour servir des bières. En gros, c'est ça. C'était nous et des potes et des gens qui croyaient en le projet qui sont venus nous donner un coup de main. Et puis à partir de l'année passée et cette année, là, on a pu salarier du staff, mais la structure qui entoure tout le projet reste une structure associative. Donc ce qui change d'une structure à but commercial, c'est que les bénéfices seront pas reversés dans la poche des actionnaires potentiels de cette entreprise, mais dans le but de faire vivre d'autres projets de l'association. Donc en fait, c'est ça qui distingue finalement un projet à but commercial d'un projet à but associatif. Et puis aussi que c'est plus facile donc de trouver des bénévoles qui s'engagent dans un but associatif, qui partagent les valeurs de l'association, que dans un but commercial où il n'y a pas grand chose à se partager, si ce n'est que c'est les actionnaires qui potentiellement se partagent les bénéfices. Mais donc la structure reste associative, mais après ça reste un café-restaurant, donc on respecte la CCT, on engage les gens, on a des contrats, enfin c'est une structure professionnelle en ce sens-là. Mais pourquoi pas une structure coopérative? Parce que vous êtes entré plutôt en coopérative. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais pas au sens juridique. Non. D'accord. Parce que. Ah, oui. D'autres questions? Oui. Ou alors où est-ce qu'on va à l'apéro?
Il est prêt déjà. Je vous laisse si vous voulez, quelques dépliants de notre conversateur. Bon, il me reste à vous remercier beaucoup d'être venu, d'avoir participé à la table ronde, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup, il y a l'apéro qui est ouvert, et puis n'hésitez pas à faire un tour dans l'exposition entre les coopératives qui, comme je vous le rappelle, sera démontée demain. Merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente soirée.